Nous ne sommes absolument pas en retard. 22h30, il est 22h30 chez moi, 19h30 en France. On peut attaquer cette émission, ce troisième rendez-vous de l'année avec Marc, peut-être le second, le troisième. Très heureux de te recevoir ici. Comment ça va? Toujours un plaisir de t'avoir sur Toujours les... bien. Ouais. Effectivement, toujours un plaisir de venir voir le JDC. Ça commence à devenir une habitude plutôt sympathique. Plaisir partagé, hein, Marc. Et alors, il y a va cette pouvoir faire fameuse. le point. Ouais. Voilà. Non, Je pense j'allais revenir sur la légende du kebab, mais ça, c'est pas le plus Ah bah, on y arrive, hein, parce que je crois que c'est ma sixième venue chez vous, donc plus que 4. Exactement. Bon, je pense qu'on va pouvoir T'inquiète faire pas le que la point. communauté tient les comptes, hein. J'ai vu sur Twitter aujourd'hui, vous êtes chaud. Hein. Si Oui, moi aussi. j'oublie, je compte sur vous. Bon, ce que je propose pour ce début d'émission, c'est de faire le point sur les thèmes abordés dans l'émission précédente, notamment Les l'affaire prophéties. Wonderland, Zero X Saifu, Michael Patryn, vous appelez ça comme vous voulez, l'histoire de trésorerie en fait de ce fork Dome, tout ce qui tourne autour de Daniele, la Frog Nation, mais aussi les yields sur Phantom, qui avait été abordé en début d'émission précédente, Shidao, toutes ces choses-là. Est-ce que tu peux nous donner une update? Parce que je pense que pas mal de choses Je me intéressantes. souviens que ce que j'ai dit très exactement sur Wonderland dans l'autre émission, et c'est sur YouTube, vous pourrez aller vérifier, c'est que ça va mal finir. Et effectivement, je crois 3 jours après l'émission, il y a eu cette fameuse affaire où Zach XBT, qui est connu pour être un peu le journaliste d'investigation de l'écosystème, a révélé que Zero X Sifu était en fait un personnage assez connu et pas de la bonne manière de l'écosystème, puisque c'est entre autres l'un des cofondateurs de Quadriga CX, Ouais. qui est responsable d'un rug pool à 300 millions, si je dis pas de conneries. Et en fait, de tout un ensemble d'affaires, ça fait, en fait, c'est un scammer qui, depuis plus d'une décennie, prend l'argent des gens, tout simplement. Et donc, on s'est rendu compte que le trésorier principal de Wonderland, c'était ce mec-là. Et que ce mec-là avait accès direct au fond de Wonderland. Donc, vous imaginez que ça a posé quelques soucis. Et du coup, le système Wonderland a implosé, très clairement. Daniele, qui, je l'avais dit à l'émission précédente, Daniele, qui avait un peu cette place de gourou. Moi, je parlais de secte, hein, clairement. Hein, je l'ai dit plusieurs fois hein, sur les réseaux sociaux. La Frog Nation, etc. Il a pris un peu du pont dans l'aide, mais quand on regarde sur les réseaux sociaux, il a encore ses admirateurs. Donc, en fait, les gens n'apprennent pas, apparemment. Alors, qu'on soit très clair, Daniele n'est pas lié, en tout cas de manière officielle, aux agissements de Zero X Sifu. Mais sa première réaction, ça a été de le défendre. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il était au courant et il l'a reconnu. Et la troisième chose, c'est que bon, il a dit qu'il remboursait tout le monde, il a remboursé personne, et ça reste très 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 confus cette situation. Alors moi je suis curieux justement, j'ai quelques points. Bon, alors j'avais mis évidemment, j'étais allé faire l'imbécile dans cette DAO des enfers, contrairement au conseil préconisé hein, évidemment, et donc quitte à se brûler les doigts. Je serais curieux de savoir où c'est qu'on en est parce que effectivement, ce qui est beau, c'est que la DAO était quand même monumentale. Donc il y a eu ce même formidable fond à Sifu. Donc, bon, j'ai quand même réussi à rire hein, parce que c'est vrai que c'était hilarant. Donc, il y avait quand même un milliard, je pense. En fait, sur le forum de la gouvernance, enfin le forum de gouvernance du protocole Wonderland, des gens pouvaient se présenter pour éventuellement prendre le flambeau de Michael Patryn et à assurer les options, enfin voilà, gérer la trésorerie du protocole. Donc, il y a eu pas mal de candidatures qui ont été soumises, notamment celle de Skyhopper de Bastion Trading, qui était un des invités du podcast, un trader d'arbitrage qui a fait ses classes sur Bitfinex, mais aussi d'autres personnes. Donc, certaines de ces candidatures ont
ont reçu pas mal de soutien, mais sur le Discord, j'ai suivi un peu de loin. Je crois qu'à la fin, aucune de ces candidatures n'a été considérée comme il le faut, et Daniele a juste dit, bon, à partir de maintenant, la DAO, c'est moi, ou un truc du genre. Exactement. On a eu le droit, ouais, c'est le comité central de Daniele, genre le parti, ça faisait un peu putsch et prise de pouvoir. Et l'aspect décentralisé, il y a eu pas mal de mèmes dans l'écosystème. DAO, en fait, chez Wonderland, ça veut dire Daniele Autonomous Organization, mais pas décentralisé. Et pour l'instant, à ma connaissance, après, j'ai pas eu le temps de me pencher énormément sur la question, parce qu'il s'est passé plein de trucs. À mon sens, pour l'instant, il reste maître à bord à 100%. Parce que je voulais voir, mais je crois qu'elle reste dodue quand même, la DAO. Il y a quand même pas mal d'argent sous gestion. Et je serais curieux de savoir comment ça marche. On a perdu Benoît. Voilà. Moi, je dis, Daniele et Benoît sont peut-être dans une proximité géographique. Et il y a peut-être eu des conséquences à certains mots, puisqu'on parle de quelqu'un qui a des centaines de millions de dollars et peut-être un intérêt à te censurer. On n'en dira pas plus. On nous dit pas. Vous m'entendez là ou pas? Oui, on t'entend. Je pense qu'il n'est pas très loin, Daniele. Hein. Ah bah non, je pense que si tu penches la tête par la fenêtre, tu pourras peut-être apercevoir le bolide dans l'une des rues. Enfin, en tout cas, il y a 750 millions qui sont sous sa gestion, a priori. Ouais, c'est un wealth manager. Bon, en tout cas, bonne mise en garde. Donc, sur ce coup-là, tu as été quand même clairvoyant, Marc. Faut saluer la mise en garde. Et c'est après, il y a beaucoup de gens qui ont perdu des sous, donc c'est pas un truc que je vais célébrer, clairement. Il y a énormément de gens. Moi, ce qui me dérange dans le personnage de Daniele, c'est toute la thématique de je suis là pour les petits gens. Enfin, quand il s'est lancé, il était vraiment dans le truc anti-VC, anti-investisseur, les gens en costume, c'est pas nous, on est les petits gens. Je crois qu'il y avait un tweet qui m'avait passablement énervé. Je suis là pour représenter des gens qui travaillent des double shifts, 12 heures par jour. Bref, genre le héros du peuple. Et quand on regarde la réalité, quand on regarde les adresses et où vont les fonds, et malheureusement le nombre de gens qu'il est censé représenter, qui ont perdu de l'argent dans cette histoire, c'est ça qui m'énerve le plus. Parce qu'en soi, les gens ont le droit à gagner de l'argent. Hein. Ça ne me dérange pas, ça ne me choque pas. On est quand même dans la finance décentralisée, il y a le mot finance. Mais ne le fais pas en te faisant passer pour l'abbé Pierre, quoi. Non, le narratif est pas top. C'est un peu comme la vie après la mort, ça, tu sais. Non, il faut faire attention aux promesses. Hein. Souvent, elles engagent davantage ceux qui les croient que ceux qui les profèrent. Donc, et ce qui est triste, c'est que encore sur les réseaux sociaux, il y a des centaines de personnes à chaque fois qui dit un truc et on sait bien que a priori, il y a rien derrière et que, enfin bref, il y a des centaines de personnes qui continuent de le soutenir, qui n'ont pas compris que une bonne partie de leur argent est perdu pour toujours. Ouais, après, la moralité de l'histoire, c'est que quand même, en fait, parce que moi, à titre personnel, c'est-à-dire que engager de l'argent dans des protocoles un peu vaseux, ça me dérange pas forcément. Mais comment on gère son risque, c'est avec les montants investis. En fait, faut jamais faire les fous. Surtout quand on va sur des Wonderland. Quand on va sur des Wonderland, il faut savoir qu'on est en train d'aller dans l'ultra exotique. Et donc, il y a quand même une part de responsabilité. Mais c'est vrai que ce gourou a tendance à dire, voilà, vous craignez rien, alors qu'en réalité, le risque est important. Et le meilleur moyen de s'en protéger, c'est d'investir que des sommes qu'on est prêt à perdre. Hein. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'était ce point-là. Le deuxième point dont j'avais parlé le mois dernier, c'était le farming sur Phantom. Ça a été un feu de paille. Je me souviens plus si je l'avais dit ou pas, mais effectivement, tout le monde se préparait pour le fameux protocole d'André Cronje, qui est l'Arlésienne, hein, puisque au final, sauf erreur de ma part, il n'est pas sorti. Il devait sortir, puis il ne devait pas sortir, puis il devait ressortir. Mais s'il vous plaît, mettez de l'argent sur Phantom, comme ça, vous aurez un airdrop. Et puis finalement, à ma connaissance, sauf erreur de ma part, il n'est pas sorti. Donc c'était juste un
pump Phantom, pump ma blockchain et ma TVL jusqu'à preuve du contraire. Et pour l'instant, la plupart des protocoles qui servaient un peu à ça, je pense notamment à VE-DAO, les fameux Huawei, etc., se sont écroulés. J'avais dit, et je reconnais cette erreur, que 100 c'était intéressant, etc. Ça faisait partie du haut du panier. Je le pense toujours techniquement, mais le token d'100, je crois qu'il a fait un saut en parachute, mais il a oublié le parachute. Je crois que ça s'est écroulé financièrement. C'est dommage, mais c'est les lois du marché. Par contre, tu avais dit quelque chose d'autre que je regarde là qui est assez vrai. C'est-à-dire qu'il y a eu une aspiration de TVL, c'est-à-dire que du fait de ce fameux snapshot et de ces lancements de protocoles avec AirDrop ou avec, je sais pas, tout ce système en fait d'incitation, il y a pas mal de capitaux qui sont arrivés sur cette blockchain. Et tu avais dit que parmi les capitaux qui arrivaient, tous ne repartaient pas souvent. Et c'est Ouais. vrai qu'il y a eu une baisse de la TVL, ça se voit, il y a eu un pic et une baisse, mais je pense que le bilan est positif en termes de TVL. Alors après, est-ce que la TVL représente tout ça? J'ai vu qu'il y avait des débats et que c'est pas forcément la métrique la plus pertinente, ça c'est ce que tu as l'air de dire, et ce qui est assez vrai hein, finalement, parce que le volume va compter peut-être autant que la TVL, mais il y a quand même eu un afflux positif de capitaux, je pense, sur Phantom. Bah ça, on peut aller le voir directement, et comme ça fait une ressource pour la communauté si c'est des chiffres qui vous intéressent, sur Défi Lama, qui répertorie la TVA. Ouais, tu peux partager ton écran? Alors, vous voulez que je le fasse? Allez, ouais, je veux bien parce que si. Tu sauras pas le faire. Alors attends, hop. Tu connais mon Oula. Le petit coup de coude en passant. Oui, c'est ce qui fait le charme de l'émission. Hop. Voilà, on est sur Défi Lama. Donc ça, c'est Solana. Si tu cliques sur Phantom, on voit le petit pic, je pense qu'il correspond à... Il doit pas être loin de... Et on voit celui du mois dernier, parce que le mois dernier, on était encore plein dedans. Et le pic absolu, il est à 12 milliards. Donc voilà, la date 24-25 janvier. Aujourd'hui, on est à 8,3 milliards. Donc certes, ça a baissé, mais quand on compare à l'année dernière, c'est le jour et la nuit. Donc c'est relativement un plateau supérieur. Hein. Ouais. On voit un plateau plus haut. Donc il y a la TVL a doublé, puisque le plateau précédent qu'on peut observer jusqu'à l'année 2022, début de l'année, on est plus aux alentours de 4-5 milliards. Donc on est en presque doublé entre cette opération marketing de va y avoir un protocole, tu auras un airdrop et même où tu l'auras pas, mais et la réalité. Donc, mais du coup, il y avait de l'activité. Tu disais que en fait, un petit peu, on va dire, c'était l'activité qu'on avait trouvée début 2021 sur la BSC. On l'a retrouvée un petit peu en ce moment sur Phantom. Cette activité, tu la retrouves encore ou elle est en train de s'essouffler? Ouais, non, elle est encore là. Il y a encore plein de protocoles, plein de trucs dégènent. Hein. Je vous avais bien prévenu le mois dernier qu'on est dans la partie risquée de la force. Et ça reste quand même l'endroit où, si vous voulez trouver du bon shitcoin, du bon protocole, du bon Ponzi, Phantom, ça reste un des endroits à trouver. J'avais parlé la dernière fois également de Métis, qui était la blockchain qui monte, qui est en fait un layer 2, et ça continue. Hein. Mais les Métis, c'est de la folie. Je ne sais pas s'ils l'ont là. Ouais. Ils l'ont, j'ai mis Métis là. Métis, là le protocole continue d'attirer des gens. Je ne suis pas sûr que leurs chiffres soient bons. Hein. Je pense qu'ils sont au-dessus de ça. Mais peut-être que je me trompe. On peut aller sur L2Bit si tu veux. L2Bit, ils diront juste les frais de transaction quand tu transfères des trucs. Ah ouais, mince, ok. Non, mais ouais, bon, tant pis. Mais voilà, c'est le layer 2 qui monte. Ils ont fait une proposal chez AV pour avoir le protocole. C'est encore en cours de vote, donc on ne peut pas savoir pour l'instant si ça arrivera ou pas. Mais gros intérêt de la communauté et surtout les farmers un peu fous. Et ça reste petit pour l'instant. Donc pourquoi pas. Ouais. Et alors, est-ce que tu saurais nous résumer? Moi, je ne sais pas, parce que j'ai compris que c'était un layer 2, mais en quoi il se distingue? Il commence à y en avoir un certain nombre des layer 2, donc quelle est son originalité ou est-ce que tu as une explication pour cet engouement par rapport à celui-ci plutôt qu'un autre?
Tu veux la vraie réponse ou la Oh, les deux, réponse ça diplomatique? même une connerie me ferait plaisir. La vraie réponse, c'est que pour l'instant, ça vaut pas cher. Donc, il y a des gens qui ape en se disant ça vaudra peut-être plus cher Oui. plus tard. Parce que forcément, c'est plus facile de pumper un petit écosystème qu'un gros. Et la deuxième raison, c'est que ça marche bien, il y a une bonne équipe et en plus, c'est géré par la mère de Vitalik. Donc, c'est Qu'est-ce facile. que Enfin, ça fait une tu bonne image. plaisantes? Tu Non, plaisantes, j'espère, ou c'est vrai? non, pas du tout. C'est- Il y a vraiment Ah, la mère de Vitalik qui bosse là-dedans. bon, ben, ça peut pas être mal alors. Elle s'appelle Elena quelque chose. C'est une famille incroyable. Elena Sinelnikova. Voilà. Ah ouais, co-founder of Métis. Donc voilà, hein. True story. Hein. Donc il y a un beau narratif en plus derrière. Ah ouais. Infrastructure de founder of the CryptoChicks, Women's Voilà. Blockchain Education. Ah ouais, Après, en soi, il n'y a pas de truc impressionnant. Il n'y a pas une technologie incroyable à tomber par terre. Ça marche. C'est rapide. C'est pas cher pour un vrai layer 2. C'est pas un layer 1 alternatif de type Phantom, Polygon, etc. C'est un vrai layer 2. Après, ils ont eu un problème technique récemment. Si je dis pas de bêtises, il y a eu un bug du sequencer qui fait qu'il n'y a pas eu de notarisation sur le layer 1 pendant quelques heures. Mais ça arrive. Hein. C'est déjà arrivé à Arbitrum, c'est déjà arrivé à Optimism. Parce que c'est des technologies qui sont nouvelles, hein, les layer 2. Mais en soi, c'est pas si mal. Moi, je trouve que ça fait partie des trucs à garder sur son radar. Moi, je suis pas là pour vous faire du conseil en investissement. Mais ça fait des trucs qui sont que je garde au coin de l'œil. Alors justement, moi ça faisait partie de mes questions. Ça c'est ce que j'avais appelé le petit point tech. Au niveau des layers 2, parce que toi tu suis quand même le protocole Ethereum et donc les surcouches, tout ça. Tu nous ferais un petit tour de piste. Donc, en fait, ce qui est intéressant chez Métis, c'est finalement sa capitalisation plus, c'est un petit gamble finalement. C'est un gamble sur les layer 2. Ensuite, les valeurs sûres des layer 2. Tu le ferais, c'est souvent une répétition, hein, tu l'as déjà dit, je sais, mais si tu faisais un petit Moi, je point pense layer 2, ça serait quoi? moi, je suis en train de devenir, tu sais, je retombe régulièrement dans mes travers. Ah, ok. Attends, mais c'est bien. Starkware maximaliste. Parce Ok. que Voilà. l'équipe, je pense que techniquement, l'équipe, c'est les meilleurs, genre de loin. D'ailleurs, il y a des Français chez eux. Je pense que vous les avez déjà invités, hein, Louis. Il y a Henri qui fait Lego, mais chez Starkware, qui est un mec hyper malin et hyper cool. Et donc, voilà, notamment la solution Starknet, parce qu'au final, ta liquidité, elle reste sur le layer 1 et tu l'opères sur le layer 2. Donc, tu as un peu les avantages sur les inconvénients. Bien sûr, là, je simplifie énormément parce que dès qu'on parle de layer 2, de ZK, etc., c'est des sujets qui sont complexes et techniques. Ensuite, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est Arbitrum. Ensuite, tu as les classiques, hein, tu as Optimism qui fait bien le taf, Métis, dont on a parlé, et etc., etc. Et alors, évidemment, je vais jeter un peu d'huile sur le feu. J'ai vu la métaphore des iguanes de Emin Guntirar, qui J'ai pas évidemment vu fait ça. Qu'est-ce que c'est? alors, la métaphore des iguanes, c'est quand même quelque chose d'assez rigolo. Il avait tendance à présenter les Layer 2 finalement comme concurrents à Ethereum, mais des concurrents qui se présentent pas comme des concurrents, mais comme des alliés. Et parce que visiblement, dans la vie animale, ça existe. Donc, il y a des iguanes mâles qui sont bariolés de couleurs et qui donc entrent en compétition pour les femelles iguanes, il faut savoir. Et le problème, c'est que comme ils sont tout bariolés de couleurs et qu'ils ont l'air d'être des mâles, ils doivent se battre entre mâles pour accéder aux femelles. Et ça, c'est un peu la métaphore sur les Layer 1 qui vont se battre pour accéder aux capitaux et avoir le plus de liquidité possible. Et à côté de ça, en fait, chez les iguanes, il y a des iguanes mâles, mais qui ressemblent à des femelles. Et donc, ils vont dans le cheptel des iguanes mâles qui ressemblent à des mâles, et finalement, ils vont s'accoupler tranquillement avec les femelles. C'est-à-dire que là, c'est un peu l'idée. Bon, la métaphore, elle n'est pas de moi, hein, elle m'a fait marrer. Et ça, c'est l'idée des Layer 2 qui finalement se font passer pour des alliés, mais vont aussi capter de la liquidité
du Layer 1, à savoir Ethereum. C'est-à-dire que est-ce que ces Layer 1 profitent franchement à Ethereum ou ne risque-t-il pas finalement de lancer un token, de se scinder, de faire un peu une vampire attack? C'est, voilà, Alors, résume grossièrement. ce qui est C'est pas sûr et forcément. certain, clairement, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus, tous ces Layer 2 auront un token, voire ont déjà un token. Voilà. Métis, le token Métis existe. Je suis prêt à parier, et puis ce sera sur YouTube, qu'en 2022, on verra un Starknet token, ou un Starkware token, ou un truc qui est lié à Tu ça. l'avais déjà dit, je crois, et là tu insistes, tu Voilà. persistes et tu signes, et tu as Je totalement raison. persiste, je signe. Et d'ailleurs, je l'ai dit une fois où il y avait Louis, puisque Louis travaille pour Louis Gutman travaille pour Starkware, et lui, pour des raisons évidentes, il ne peut pas le dire. Et j'avais dit, il est là, mais je suis capable de donner la vraie réponse. Il y aura un token. Je l'avais dit avec affirmative. Ça l'avait un peu gêné, mais bon, je continue d'assumer. Il y aura un token. Cette année, en 2022, je prends le pari. Même chose pour Optimism, même chose pour Arbitrage. Ils sortiront tous un gas token, ou en tout cas un token de staking, ou etc. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut un token pour être réellement décentralisé. Ils ont vendu de l'equity, ils ont pitché ça au VC, ils ont vendu de l'equity pour 300 millions, c'est tout à fait normal. C'est des softwares as a service qui font de l'equity, c'est tout à fait. Bah oui, donc il y aura de toute façon un token. Et ce token aura de la valeur. C'est normal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une relation de synergie entre ces layers et Ethereum, puisque quand on parle de réel layer 2, il y a forcément une notarisation qui arrive sur Ethereum layer 1. Et cette notarisation, elle paye du gaz à Ethereum layer 1, donc elle participe à l'économie du layer 1, elle participe à brûler des Ethers et à réduire l'inflation. Et de toute façon, les bitcoiners maximalistes, cette vision-là, ils l'ont depuis longtemps. Ils l'ont aussi, oui. Voilà, ils ont eu leur fameuse Block Size Wars à l'époque qui a débouché sur la création du Bitcoin Cash, mais surtout l'entérinement de ce modèle-là, Layer 1 pour le settlement et Layer 2 pour l'utilisation normale, qui est le modèle qui a prévalu. Parce que, à part quelques rares oiseaux, Bitcoin Cash, on n'en parle plus aujourd'hui et c'est tant mieux. VSV encore moins. Et sauf que cette vision qui existe dans les faits chez Bitcoin, puisque effectivement, il y a le Lightning Network, il y a Liquid, etc. Mais pour l'instant, c'est des belles choses avec peu d'utilisateurs. Chez Ethereum, cette vision, elle se réalise et elle est visible tous les jours. Et elle ne fait que grandir. Et au lieu d'avoir un Lightning Network, sur Ethereum, il y a 5, 6, 7, 8 réseaux différents qui opèrent chacun de leur propre manière. Certains vont réussir, d'autres non. Certains resteront petits et d'autres deviendront gigantesques. Mais tous, normalement, notarisent sur Ethereum Layer 1 et contribuent à l'activité du Layer 1. Donc, c'est vraiment une synergie. Il n'y a pas de compétition particulière parce que de toute façon, les blocs sur Ethereum sont pleins. Et a priori, ils resteront pleins. Et tant que les blocs sont pleins, il n'y a pas de compétition possible puisque, en fait, ils ne font que agrandir la taille du gâteau. Ils ne viennent pas prendre des parts de ce gâteau, ils viennent agrandir la taille de ce gâteau. De toute façon, je suis assez d'accord avec toi, puisque de façon empirique, si on regarde ce qui s'est passé, le marché des Layer 2 a grossi. Amy, je crois qu'il n'est plus un Bitcoin Cash maximaliste. Hein. Oh, par déni, tu sais. C'est un tabou. Sinon, je l'ai traité de zozo et je m'en excuse. Hein. S'il regarde l'émission, je suis désolé de t'avoir traité de zozo. Vis-à-vis de Bitcoin Cash, on a tous nos démons, tu sais. Ça, je pense que c'est un des siens. C'est un des siens. Mais ceci dit, si on regarde le marché, en fait, pour l'instant, il n'y a pas eu de cannibalisation, en tout cas pas vis-à-vis du Layer 1 Ethereum. Les Layer 2 ont grossi en même temps que Ethereum. Donc, pour l'instant, c'est effectivement ce qu'on observe, c'est quand même une synergie. Mais j'avais vu des discussions. Je crois que c'était le président le CEO de Celestia, Mustapha, qui avait l'air de penser que Starkware pourrait tout à fait se tenter une aventure de Layer 1. Ça avait l'air d'être une stratégie pour lui envisageable, qui n'a pas l'air d'être le choix actuel de l'équipe de Starkware, hein, mais pour lui, ça paraissait une stratégie envisageable. Donc voilà, c'est un jeu dangereux parce que ça ne ferait pas que des heureux. Ça marcherait, hein, mais ça ne ferait pas que des heureux. Et voilà. Et Starkware tout seul, c'est centralisé. En vrai. Hein.
parce que le séquenceur, il y en a un, il appartient à l'équipe. Ça marche et c'est décentralisé parce que ça notarise sur Ethereum et qu'au final, la sécurité et la décentralisation du layer 1, au bout d'un certain temps, on y arrive avec ce qu'on fait sur leur réseau. Mais tout seul, je pense que ce serait en 2022 une grave erreur stratégique. En 2025 peut-être, mais en 2022, ce serait une énorme erreur stratégique. Aujourd'hui, Starkware, c'est StarkEx, c'est un software as a service, c'est eux qui font les preuves, etc. Et c'est uniquement en fin d'année qu'on peut avoir des roll-ups, enfin, on peut faire lancer ses applications de façon permissionless, faire un peu ce qu'on veut. Je pense que pour l'instant, c'est juste une boîte qui fait de la compression pour des protocoles, je sais pas, comme Et de Stoco. manière pas open source en plus. Il me semble pas que ce soit open source cette partie-là de la code. Je sais pas du tout. Mais ouais, bah, j'ai retrouvé le thread. Ouais. Voilà. Je suis à peu près prêt à parier que c'est pas open source cette partie-là. Il n'y a pas de problème particulier à ça, hein, c'est leur secret industriel, entre guillemets. Mais ça va parce que ça notarise sur un layer 1. Après, ce layer 1 peut être autre chose qu'Ethereum, hein, s'ils ont envie, on s'en fout. Hein. Mais s'ils roulent tout seuls, dans la version actuelle, ce serait ça. Il y aurait une vraie levée de bouclier, je pense. Donc, le temps viendra. La prophétie en l'état, c'est que tous les layers 2 auront sans doute un token. Et donc, bah, écoute, c'est un marché qui va être sympa à observer. Une autre de tes prophéties, je me souviens, qui est sans doute assez vraie, c'est que les bridges étaient un gros marché. Je sais plus dans lequel tu avais dit, mais alors c'est un gros marché avec plein de dangers. Donc, je crois qu'il y a eu un wormhole, qu'il y a eu un hack monumental, ce qui n'a rien à voir avec ce que tu avais dit. Hein. C'est-à-dire que tu n'avais pas recommandé l'un ou l'autre, mais voilà, bon, le marché des bridges aussi va être sympa à observer, je pense. Ouais, et ça, malheureusement, on peut pas acheter. Ils n'ont pas tous un token, mais ils auront tous un token. Ça aussi, c'est une prédiction voilà. sans aucun problème. En 2022, la plupart des payés auront un token. Moi, par exemple, je travaille beaucoup avec tous, puisque je chapeaute, entre guillemets, à la fonction portal d'AVV3, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et ça me semble complètement incohérent que les bridges fonctionnent sans token. Donc, par exemple, Connext, à mon avis, ils auront un token, c'est à peu près sûr. Uniswap, ils ont déjà un token, le ENI. Dbridge, c'est lancé aujourd'hui, ils sont sur le mainnet. Ça m'étonnerait qu'ils n'aient pas de token. Seller Network, ils ont déjà un token. Synapse, avec un E, ils ont déjà un token. Donc, ils finiront tous par avoir un token. Et les gens ne comprennent pas à quel point un bridge, c'est une vache à billets. Enfin, c'est une planche à billets ou une vache à lait. C'est pas une vache à billets. Pas les deux en même temps, mais enfin bref. Une vache à billets, c'est mieux, hein, franchement. Ou une vache à billets, si tu veux. Mais en gros, ça imprime des filles parce que c'est un métier relativement difficile. Tu gagnes 5 BPS, 10 BPS, donc 0,05%, 0,1% sur le volume. Mais on vit dans ce que j'appelle le multiverse, le blockchain multiverse. Les gens sautent d'une blockchain à une autre de plus en plus et ça va s'accélérer de plus en plus. Et c'est 0,05% sur ce qui va devenir des milliards de volumes par jour. Et ça, je suis prêt à le parier. C'est pas 2023, c'est pas 2025, c'est dès 2022, sauf si on a un bear market horrible. Et ça s'accumule. Il faut savoir que c'est la loi. Enfin, c'est des petites sommes, mais sur beaucoup de volume et tous les jours. Donc, c'est comme si c'est comme un DEX. Voilà, c'est comme un DEX. Un DEX comme Uniswap, ils prennent que 30 BPS ou moins selon la paire. Mais quand tu accumules toutes les filles qui sont. Aujourd'hui, quand tu as du token uni, tu as le droit à 0, puisque aucune valeur créée par le protocole ne revient au possesseur du token uni. Donc, si les bridges jouent le même jeu que Uniswap, il n'y aura pas d'intérêt particulier. Mais si ils se disent une partie de cette valeur créée par le protocole retourne au détenteur du token, là, ça devient un token qui est extrêmement sexy à mes yeux. Mais ça devient aussi ce qu'on appelle une sécurité. Donc, ça va être compliqué. Légalement, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais attends, et moi, je suis surpris. Si tu regardes les parts de marché de Uni, elles sont pourtant, en termes de liquidité, ils continuent d'en avoir, alors qu'effectivement, je trouve leur token economics étonnant.
C'est-à-dire à quoi sert Uni? Ah bah ça, c'est la question que je me pose depuis bien longtemps. Bah, C'est approuver à les 20 quoi millions sert de le dollars, Uni Token? De à quoi? approuver les 20 millions de dollars de budget pour des initiatives marketing. Oui. Ouais, mais Non, bon. c'était des initiatives de lobbying, de régulation. Et effectivement, c'est Kobe qui en avait parlé sur Twitter, enfin qui avait dit hey, les mecs, vous avez fait quoi avec les 20 millions que la communauté vous a filés? Et on n'en sait rien. Ok, bon. J'adore Très bien. Mais Ouais, j'en prie. ce qui est étonnant, c'est que donc il y a des DEX avec des tokens dont l'utilité est quand même supérieure pour leurs détenteurs. Et Mhm. pour l'instant, en part de marché, on ne les voit pas forcément vaincre face à Uni. Voilà, je suis surpris. Ouais, mais ils sont l'artisan de leur propre souci. Parce que l'autre DEX dans C'est l'écosystème Sushi. Ethereum, c'est SushiSwap. Et Sushi serait numéro 1 depuis longtemps s'ils n'avaient pas eu le péché originel d'avoir un scammer à l'initiative. Une Wonderland. Voilà. Mais au moins, lui, il a eu le bonheur de exit scam et rug pull dès le début. Donc, c'est-à-dire, il avait 10% du supply, il a tout dumpé et il a disparu. C'était le fameux chef Nomi, si je ne dis pas de Mhm. bêtises, ou sushi Oui, chef. oui, c'est ça, c'est ça, Bref. c'est ça, c'est ça. Mais au moins, tu vois, ça a liquidé la situation dès le début. Et le problème de SushiSwap, c'est un excellent protocole, hein, et ça se base sur Uniswap V2, c'est un fork à la base, mais ils ont continué à créer des produits. C'est qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. C'est-à-dire, trop décentralisé, parfois, Oui, c'est oui, un oui. problème. Puisque l'ancien CTO, Joseph Delong, Mm, mm, mm. c'est à moitié fait virer. Maki, qui était l'un des 0x Maki, qui est francophone d'ailleurs, et s'il nous regarde, je le salue, Ah ouais. qui était l'un des pivots de la communauté de SushiSwap. Il s'est à moitié fait virer. On n'a jamais eu le fin mot de l'histoire, mais bon, il a quitté Sushi. Daniele est devenu le chef à un moment de SushiSwap. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Non. Oui, c'est vrai. Il y a eu des VC qui ont farmé le truc à Alameda, il y a eu des dramas. Et en gros, s'il n'y avait pas eu tous ces déboires internes, je suis persuadé que SushiSwap, le market cap, ce serait x4 par rapport à maintenant. Parce que en soi, Ok. c'est le seul échange décentralisé dans l'écosystème Ethereum, c'est-à-dire l'EVM au sens large, parce qu'ils Mm, sont mm, présents sur mm, pas mal de blockchains, où le token a un vrai sens, quoi. Quand tu as du X mm, mm. sushi, tu prends 0,05% de tout le volume de SushiSwap, qui est quand Sachant, même pas mal, quoi. Sachant que c'est comme ce que tu dis avec les bridges, c'est-à-dire qu'un DEX, en fait, il y a un vrai produit et il y a un vrai business model qui est tout simple, hein, qui est des échanges, en fait, des swaps. Bon, ben déjà, c'est non custodial et non KYC, donc c'est hyper intéressant du point de vue de l'utilisateur. Et que ensuite, tu appliques un fee sur des volumes importants, tu le redistribues au token holder. Ce token holder peut voter pour des décisions. Enfin, c'est quelque chose qui, pour moi, a beaucoup de sens. Il Mais existe une effectivement, avec réalité alternative où des gens sérieux qui arrivent à travailler ensemble sur le long terme ont monté SushiSwap et c'est le numéro 1. Mais malheureusement, cette ouais, réalité, là, c'est pas la nôtre. Parce que voilà, ouais. des soucis d'ego, des soucis de gens qui préfèrent le court terme sur le long terme, etc., etc., ont fait que on n'est pas dans Bon, cette situation-là aujourd'hui. par, par rapport à SushiSwap, c'est le poids d'histoire, ok, mais toi, ta vision, c'est que finalement, les bridges, c'est aussi quelque chose qui a du sens. C'est-à-dire Mhm. en termes, parce qu'on est dans un univers où il y aura plusieurs blockchains. Donc, passer d'une blockchain à une autre, ça a forcément du sens. C'est par des bridges que ça se passe. Donc, du coup, il y aura du volume. Si tu appliques un fees dessus, il y a un business plan qui est simple. Si tu fais ce business model, au lieu de le faire de façon sèche, comme un Uniswap avec un token qui sert à rien, si tu le fais de façon intelligente avec un token à la SushiSwap, ça peut donner des choses intéressantes. Moi, c'est ce que j'ai Et, compris de ce que tu avais dit. ouais. Et je pense que ça aura une valeur énorme, puisque on a un truc concrètement qui imprime des filles en permanence. Moi, je vais donner un exemple concret, hein. Un truc que, à mon avis, personne dans le call et peu de gens dans le chat utilisent, MetaMask Swap. Donc, quand C'est vous avez vrai. MetaMask sur votre ordinateur, vous avez l'option de swapper des tokens directement depuis l'application MetaMask. Et
il faut savoir que ce que fait MetaMask, c'est qu'ils prennent votre ordre et ils l'envoient à OneInch ou Paraswap. Ils font rien en fait. Il n'y a aucun matching, il n'y a aucune technologie. Alors, ils disent il veut faire ça et ils envoient la requête directement aux agrégateurs d'échanges décentralisés. Sauf que ce qu'ils font, par contre, c'est qu'ils appliquent une fee de 0,875%, ce qui est presque important, hein, c'est énorme. Et comme c'est simple, comme il y a des gens qui vont pas chercher midi à 14h et qui vont pas creuser et faire leur devoir pour optimiser le truc, qui se rendent pas compte qu'il y a une fille ou ce genre de truc, même si c'est assez clair quand tu le fais, et ben, la dernière fois que j'ai regardé, donc c'était il y a plus de 6 mois, le chiffre est probablement plus élevé maintenant, ils imprimaient 2 millions de dollars par jour de bénéfices. Avec cette promotion débile. Voilà, 2 millions de dollars par jour. C'est gigantesque quand même. En fait, tu peux t'en servir une ou deux fois ou faire un peu de volume de temps en temps, histoire de give back à MetaMask, parce que c'est une application, c'est une extension qui a été bien utile ces dernières années, dans l'espoir d'éventuellement recevoir l'airdrop s'ils en font un. Mais bon, c'est vrai qu'après 0,8%. Franchement, ça vaut pas le coup. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que je trouve ça outrageux. Franchement, c'est du vol. C'est même qu'à Boursorama, tu vois, les trucs de boomer, ils te prennent pas 0,8% quand tu fais un trade, quoi. C'est vraiment, c'est outrageux. Oui, mais Marc, autre question. Ouais. Et tu nous as parlé des DEX, des bridge, c'était quoi? C'était les Layer 2 token, bridge token, et les wallets. Ça n'a pas du sens d'avoir un token? C'est Alors si, ça n'est pas. Bah si, énormément, puisque je te dis, MetaMask, c'est 2 millions par jour avec des frais outranciers, etc. Mais si tu fais un truc un peu propre et que tu prends 5 BPS, 10 PPS, donc 0,05%, 0,1%, et que tu es dans une interface qui est plutôt sympa, bah là aussi, c'est une machine à billets. Et là, tu es clairement dans un modèle qui est plutôt sympathique, quoi. Vertueux. Où, au final, bah oui, le mec qui a envie de se faire chier à trouver le bon agrégateur, la bonne paire, etc., bah, il ne payera pas cette fille. Et c'est le principe de la blockchain, c'est-à-dire que les intermédiaires deviennent optionnels. Et du coup, si tu veux être intermédiaire dans cet écosystème, eh ben, il faut apporter de la plus-value, que ce soit en termes d'expérience utilisateur, en termes d'optimisation, enfin, de ce que tu veux. Et là, dans ce sens-là, c'est relativement intéressant. Donc, oui, les wallets finiront par avoir un token. C'est déjà le cas. C'est ce que je voulais entendre. C'est ce que je voulais entendre. Non, mais pour moi, ça n'a pas de sens. C'est pas logique aussi, je suis d'accord. Hein. Mais sinon, il y aurait une vampire attack. C'est-à-dire sinon, il y aura un sushi swap des wallets qui fera un modèle qui redistribue une partie des frais et qui drainera sans doute des utilisateurs comme ça, je pense. Enfin, en tout cas, c'est le jeu, mais finalement, c'est une saine compétition. Hein. C'est une compétition. Tu peux te distinguer au niveau des produits, c'est-à-dire par les features, mais tu peux aussi te distinguer au niveau du business model, c'est-à-dire au niveau des tokens et au mix. C'est-à-dire que tu fais le même produit, mais en redistribuant une partie de la valeur aux utilisateurs, même si tu as exactement les mêmes features, finalement, tu n'as pas du tout les mêmes incitations économiques, et donc tu peux drainer pas mal de gens. Le dernier point pour clôturer là-dessus, parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est qu'on a des agrégateurs d'échanges décentralisés qui fonctionnent très bien. Donc, vous pouvez être team Paraswap, type Uniswap, team ce que vous voulez. Hein, il en existe plusieurs, mais c'est vrai que OneInch et Paraswap sont les plus gros aujourd'hui dans l'écosystème Ethereum au sens large. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup, mais je pense que ça va devenir énorme, d'agrégateurs de bridge. Parce qu'aujourd'hui, moi je le vois déjà dans le chat, il y a des gens qui disent ça. Ouais, mais comment je fais pour bouger tel token entre telle blockchain et telle blockchain? Je veux faire tel token, mais ils n'ont pas de liquidité, c'est compliqué, etc. Et du coup, ce qui va être très utilisé, je pense que dans le futur, les gens n'utiliseront pas Connect, Hop, des bridges, etc. Ils utiliseront tous la même plateforme, comme aujourd'hui, on utilise tous OneInch ou Paraswap ou un autre, pour faire leur bridging, parce qu'ils n'en ont rien à foutre du bridge. Eux, ce qu'ils veulent, c'est bouger les fonds et que ça leur coûte le moins cher possible. Et aujourd'hui, un projet qui est vraiment tout récent, ils sont encore en early, mais ça marche, hein, on peut l'utiliser, c'est LeeFinance. Et LeeFinance, ils font ça. C'est le premier agrégateur de bridge que je connaisse, en tout cas.
J'ai rencontré le fondateur. Philippe Zentner. Exactement, à Lisbonne, donc pendant la conférence, avant la conférence Solana et pendant la conférence Ethereum. Cette équipe-là a développé toute l'interface de Xpolynet, dont j'avais beaucoup parlé dans la communauté de Connext. Au niveau développement, ils n'ont rien à prouver. C'est des gens hyper sérieux. Je suis en train de discuter avec eux pour être investisseur, pour être complètement transparent avec vous. Et je pense, pour l'instant, c'est très early, hein, comme tu vois, l'interface, on est quasiment au premier jour, mais ça fonctionne et je pense que ça va se développer. Après, est-ce que c'est eux qui vont prendre le marché ou un autre qui n'existe pas encore et qui existera plus tard? C'est impossible de le dire aujourd'hui, mais je suis persuadé qu'à la fin de l'année, plus personne n'utilise un bridge et tout le monde utilise un bridge aggregator. Ok, c'est très clair. En tout Très cas, intéressant. De valeur. J'aime bien. Ouais. Bon, merci pour cette revue extensive de tout ce qui avait été dit. Là, il y a eu des ajouts quand même. Il y a un peu d'actualité chez toi, je pense, hein, sur AAV. Est-ce que tu nous ferais un petit teasing de AAV V3? Eh ben, vous pouvez la montrer puisque c'est sur le testnet. T'as l'adresse, Sam? Nope. Wait one second. C'est V3- Attends, je te trouve le truc exact. Testing guide. This can be accessed from the staging app. Non, pas staging. Alors, tu me dis. Attends 2 secondes. Pourquoi c'est... Je suis pas sur mon navigateur habituel. C'est la honte quand même. Le mec, il connaît même pas l'adresse de son propre protocole. v3-test.av.com. v3-test.av.com. Tu confirmes? Ouais. Certain. Let's go. Bingo. Quelque chose de rigolo. Je me connecte sur Rinkeby, là, c'est le testnet. On est sur 7 réseaux différents sur le testnet. Donc, c'est là où tu as des coins de testnet, ou ce qui t'intéresse. Sur ce là, j'ai pas de fausse. On va voir. Bah, c'est pas grave, sinon les gens peuvent voir un petit peu ce qu'on peut y faire. Il n'y a pas besoin. Ouais. Alors, on y est. Et donc, je crois que tu n'as pas partagé ton écran. Nous y sommes. Et donc, la V3, il y a plein de nouveaux trucs. Je vais vous faire la version courte, parce que sinon, ça va durer longtemps et il faut en garder pour les prochaines fois, n'est-ce pas? Première chose, c'est multi-chain. Donc, 7 réseaux différents, et ça, c'est ce qu'on appelle la cohorte 1, la première cohorte de déploiement. Ça a été voté par la communauté, hein, ces réseaux-là. Il y a des votes qui ont lieu en ce moment même pour la cohorte 2, qui arrivera probablement au début de l'été, en déploiement mainnet. Par exemple, il y a en ce moment même, pendant qu'on parle sur Snapshot, si vous avez des AV et que vous voulez participer au vote, il y a un vote pour ajouter AVV3 dans la cohorte 2 de Chronos Chain, qui est la chaîne EVM de Crypto.com. Voilà, c'est un des candidats parmi d'autres. Dans les nouvelles fonctionnalités, il y a les fameux portails. Donc, le portail, c'est ce que j'appelle la just-in-time liquidity pour les bridges, parce qu'il y a plein de bridges qui vont se développer. Ça va être un énorme marché. Et ça, c'est vraiment le truc sur lequel je suis focus à AV en ce moment. Mais ce qui les limite énormément, c'est la liquidité. Parce que si tu as des milliards de volumes par jour, il faut des milliards de liquidités. Et souvent, ils sont victimes du fait qu'ils n'ont pas assez de liquidité disponible. Donc, ça arrive assez régulièrement. Ceux qui ont déjà pris des bridges savent. Ça arrive assez régulièrement. J'ai envie de bouger tel token vers telle chaîne. Et le site que j'utilise me dit pas de liquidité disponible, envoyez que ça, ou alors envoyez autre chose. Portal et la V3, ça solutionne ça complètement, puisque les bridges pourront avoir accès à cette nouvelle fonctionnalité. Ce n'est pas une fonctionnalité qui est pour les utilisateurs, mais vraiment pour les protocoles, en disant il y a une whale qui veut bouger 10 millions entre Néon sur Solana et Phantom, pas de souci. Mais le bridge qui l'utilise, on ne va pas citer Wormhole, on va en citer un autre, pourquoi pas. Le bridge qu'il utilise n'a que 1 million de disponibles.
eh ben, pas de souci, tu demandes à AV sur Phantom de te prêter le temps de ta transaction 9 millions, tu bouges tes 1 million que tu as déjà, et puis après, tu as X blocs pour rembourser ta ligne de crédit et ta dette en tant que protocole au protocole AV. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est du just-in-time liquidity, ce qui permet au bridge de virtuellement avoir plus de liquidité qu'ils ont réellement. Ça rend beaucoup plus fluide les échanges entre les blockchains. Et en fait, c'est cette approche de synergie qu'on a toujours eu chez AV avec les autres protocoles, en disant, bah, nous, on est un protocole de liquidité. La liquidité, on en a chez AV, on en a entre 20 et 25 milliards, ça dépend des marchés, probablement plus avec la V3 qui arrive sur différents réseaux. Les routeurs, eux, ils savent faire du cross chain bridge, mais souvent, ils sont en galère de liquidité. Bah, nous, on a notre force, eux, ils ont leur force, on travaille ensemble pour le bénéfice des utilisateurs. C'est le premier truc. Le deuxième truc qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le Efficiency Mode, donc E-Mode chez AV, ou E-Mode, si on veut le faire à la française. C'est un mode spécial de haut levier et c'est pensé pour du Forex. Donc, il y a des stablecoins, il y a des actifs qui ont peu de volatilité entre eux. Donc, typiquement, le DAI avec l'USDC, l'USDT, le tout est toujours à peu près à $1. Mais tout le diable est dans les détails, entre guillemets, et il y a beaucoup d'opportunités dans le à peu près à $1. Parce que si tu vois l'USDC à 99 centimes ou 98 centimes sur SushiSwap, par exemple, c'est mieux de le prendre sur Curve, mais ça va être un exemple parmi d'autres, et ben, tu sais, en tant que trader, sauf s'il s'est passé un truc très grave et Circle est dans la merde, la société derrière USDC, enfin bref, tu sais qu'il y a de très grandes chances que dans pas trop longtemps, tu le revois à $1. Ce qui veut dire que tu as 2 centimes de gain par USDC qui sont potentiels, et 2 centimes, c'est 2%. Mais 2%, quand tu fais un gros levier, c'est beaucoup. Là, bien sûr, j'ai pris un cas extrême. Et en gros, le Efficiency Mode t'autorise à des leviers jusqu'à x50 pour long ou short des actifs entre eux de manière décentralisée, en allant puiser dans la liquidité d'AV. Et ça va classifier ensemble. Il peut y avoir le même actif peut rentrer dans différents fonctionnements de E-Mode. Donc, par exemple, là, j'ai dit des stablecoins USD ensemble. Mais, par exemple, si tu rentres des stablecoins euros, ils vont avoir une volatilité entre eux, puisqu'il y a une volatilité entre l'euro et le dollar, mais elle est beaucoup plus faible que le Bitcoin et le dollar, comme volatilité. Donc là, peut-être que tu n'auras pas le droit à un x50, mais tu auras peut-être droit à un x20, ce qui est déjà pas mal. Et où tu pourras parier, et là en vrai Forex du coup, sur la volatilité entre shorter le dollar par rapport à l'euro, longer l'euro par rapport au dollar, etc., etc. Et ensuite, ça rentre aussi dans une nouvelle fonctionnalité qu'on appelle le mode isolation. C'est-à-dire que la défi, à quelques rares exceptions près, c'était un système mutualiste. C'est-à-dire qu'une pomme pourrie pouvait affecter le panier entier. Et ça, c'est pas un truc qui est ouf. Crime l'a appris à ses dépens plus de 5 fois. Ils sont assez connus pour ça. Allez voir rect.news si vous voulez et tapez crime. Il y a plein d'informations là-dessus. C'est un peu le cas d'école de l'écosystème. Pourquoi? Parce que de nombreuses fois, ils ont laissé une pomme pourrie dans leur panier. La fois la plus récente, c'était du YVDAI ou un truc comme ça. Je ne me souviens plus exactement de l'actif qui allait mal, mais voilà, il s'est passé ça. Et ça, c'est parce que les protocoles de liquidité fonctionnent sous un modèle qu'on appelle cross, c'est-à-dire que tous les sous est dans le même sac d'argent. Là, je simplifie encore. Le mode isolation permet que certains actifs rentrent avec des limites de dépôt, des limites d'emprunt, et aussi la granularité de la V3 permet de dire tel actif, on peut s'en servir que comme collatéral pour emprunter du stablecoin, et pas par exemple du Bitcoin ou de l'Ether. Et on peut s'en servir pour emprunter que du stablecoin décentralisé ou centralisé, etc. C'est un peu ce qui se passe sur les places de marché classiques, centralisées. Oui, où souvent on te propose d'isoler ou au contraire de faire du cross. Et là, on a réussi à le faire de manière complètement décentralisée,
organique, sans autorité centrale qui va venir décider de ce genre de truc. Et donc, ça permet d'avoir un risque qui est plus limité. Et du coup, comme on peut limiter de manière précise le risque d'un actif, et ben, du coup, on peut se permettre de manière beaucoup plus agressive d'ajouter et des effets de levier, par exemple, dans le e-mode, mais aussi d'ajouter des actifs qui n'auraient pas une place, entre guillemets, naturelle dans un VV2. Par exemple, il y a un small market cap dans la DeFi ou dans l'écosystème où on pense que, et quand je dis on, c'est la gouvernance d'AV, pense que l'équipe est formidable, mais c'est pas très mature parce que le projet a 3 mois, à 6 mois, le market cap n'est pas impressionnant, le volume n'est pas impressionnant, la liquidité n'est pas impressionnante. Et ben, tu peux le faire entrer directement chez AV en mode isolation, en disant votre market cap aujourd'hui c'est 50 millions, donc on ne va pas vous donner des lignes de crédit illimitées pour le déposer, pour emprunter des trucs. Par contre, vous êtes en mode isolation, vous avez 20 millions d'emprunts possibles, mais vous pouvez emprunter que du stablecoin, et ce stablecoin, c'est de l'USDC. Et du coup, tu as un peu ce bac à sable à l'intérieur d'AV qui est un peu protégé, où le risque pour le protocole est moins important. Tu as aussi plus d'opportunités pour les projets de rentrer chez AV. Et ça permet aussi de grandir ensemble. Et ça, c'est une vision qui est hyper importante chez nous, chez AV. C'est se dire, on est en synergie. Aujourd'hui, vous n'êtes pas assez grand, entre guillemets, pour rejoindre les protocoles, les collatéraux qui sont dans le système, entre guillemets, illimité. Mais voilà une porte d'entrée. Voilà un système à l'intérieur du système sans fractionner la liquidité. Parce que des pools isolés, ça existe, par exemple, chez Rari Capital, Fuse, etc. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois, c'est un écosystème, puis un autre, et ils ne communiquent pas entre eux, et du coup, toute la liquidité est fractionnée. Donc, souvent, ça coûte plus cher d'emprunter, c'est difficile de trouver de la liquidité, etc. Là, on est pour la première fois dans l'histoire de la finance décentralisée, dans un modèle qui est mixte. C'est-à-dire qu'on a les avantages sur les inconvénients. On peut introduire ces actifs, on peut introduire des nouvelles paires et des trucs un petit peu plus exotiques, entre guillemets, des leviers un petit peu plus élevés dans certains modes, mais tout en préservant la sécurité des utilisateurs. Ok. Pour moi, de toute façon, l'avantage du cross, c'est la profondeur, c'est la liquidité. Donc, ça, c'est sur les trucs les plus reconnus. L'inconvénient étant la sécurité, où tu peux moins expérimenter. Et vous, l'isolated, ça va vous permettre d'expérimenter sur des plus petits, sans fraction. Ou aussi, tu vois, par exemple, là, en ce moment, si tu as de l'Ether et que tu veux emprunter en utilisant de l'Ether en collatéral, tu es à 80% de LTV. Donc, c'est levier maximum x5. Tu peux très bien dire, en tant que protocole, on fait un isolation mode degen e-mode de l'Ether pour emprunter que de l'USDC, donc que du stablecoin en emprunt. Donc, il n'y a que la valeur de ton collatéral qui rentre en compte et pas la valeur de ta dette. Et celui-là, on le met à 92%, tu vois, ou 90%. Donc, ça fait levier x10. Par contre, on le limite à 200 millions. En disant, c'est pour les DGN. Ils auront une courbe d'intérêt qui est un peu plus vénère, parce qu'ils veulent de la liquidité et extraire le maximum de liquidité possible. Et peut-être qu'ils empruntent qu'à court terme. Donc, s'ils payent en moyenne 2% de plus que les gens qui ont le mode un petit peu safe, ils seront contents de le payer. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est au niveau des protocoles. C'est les protocoles quand ils viennent implémenter chez vous en passant par. Non, c'est AV qui fait ça. C'est AV qui fait ça directement. Okay. Moi, tu peux faire un vote de gouvernance pour implémenter ces trucs-là. Voilà. Et alors, moi, justement, j'ai une question. C'est par rapport au. Je ne suis pas spécialiste de tokenomics de AAV. Est-ce que tu nous en tiendrais quelques mots? Donc, je veux dire, des fonctionnalités du AAV. Voilà. Quelques mots sur le token en lui-même, tu sais. Après, nous, on en déduira ce qu'on veut, mais chacun en déduira des choses différentes. Quelques mots, pour des raisons légales, la seule chose que je vais te dire, c'est que c'est un token de gouvernance. Quand tu as du AV, tu contrôles le protocole AV, et ça, c'est une réalité, que le token AV permet
de voter dans des décisions de gouvernance qui altèrent le protocole, et c'est la seule manière d'altérer le protocole, c'est-à-dire de le faire évoluer, d'ajouter des nouvelles fonctionnalités, de retirer des fonctionnalités, de changer de direction du protocole, des courbes d'intérêt, etc. Quand tu as du AV, tu contrôles le protocole AV. C'est la seule chose que j'ai à dire, un peu, c'est pour des raisons évidentes. C'est faites-vous votre propre opinion sur l'actif. Non, mais bien sûr, mais ce n'est pas des recommandations d'achat ou de vente. Mais moi, je vais te dire ce que j'en comprends. Bon, déjà, une des fonctions de l'AAV d'un point de vue utilisateur, c'est que ça va booster les taux d'intérêt sur les différentes poules, en plus peut-être du taux naturel. Donc ça, déjà, moi, c'est quand tu déposes de la liquidité, tu vas être rémunéré en AAV. Et ensuite, est-ce qu'il y a des systèmes de blocage? C'est un peu de... Je ne me suis pas renseigné pour prendre part à la grande mode des VE tokens. Alors, ce n'est pas encore le cas. Il y a des discussions qui sont ouvertes. D'ailleurs, si ça intéresse les gens, je l'invite à gouvernance.av.com. Il y a des discussions sur le sujet pour les nouvelles Avenomics. C'est-à-dire que AV, en fait, c'est l'évolution du token LEND, qui était le token historique de 2017 du projet ETHLEND, qui est devenu AV par la suite. Ces tokenomics ont introduit le staking, le safety module, le liquidity mining tel qu'il existe aujourd'hui, l'ADAO, l'écosystème reserve, etc. Il y a un consensus dans la communauté que les tokenomics, donc les fameuses Avenomics d'AV, doivent évoluer. Le consensus est plutôt dans un modèle, mais sans le copier, parce que j'invite les gens à regarder la discussion si ça les intéresse, mais dans un modèle qui serait relativement proche de celui de Curve, donc avec les fameux VE tokens. Après, comme on est décentralisé, c'est à la gouvernance de décider. C'est un gros morceau, forcément. C'est des choses qui sont relativement importantes et relativement critiques. Donc, ce n'est pas des choses qui se font du jour au lendemain. Et on laisse la communauté discuter sur ces questions. Et attends, j'ai un dernier point, je vais t'embêter quand même, Marc, mais moi, c'est quelque chose qui m'amuse. On n'observe pas encore de phénomène de bribbering ou de choses comme ça qu'on peut voir chez Curve, parce que ça pourrait être un modèle qui aurait... Ah, ok, voilà. Depuis hier. Ah, comme toi, tu vois, regarde. Alors, ça pourrait avoir du sens. Ça pourrait avoir du sens, puisque les gens, en fait, avec leur token, votent pour un listing. Forcément, il y a des protocoles qui peuvent être intéressés. Donc, c'est quelque chose qui, moi, me paraît logique. Alors, l'application, c'est sur le mainnet, puisque les votes s'organisent sur le mainnet. Ça s'appelle app.bribe.xyz. Donc, c'est le Bribe Protocol. Et du coup, ils ont déjà 70 000 AV qu'ils ont eu en 24 heures. Donc, c'est un gros succès, leur truc. Et en gros, il faut, pour vous situer, pour créer une proposition sur AV, le quorum minimum, c'est-à-dire la limite qui donne le droit de créer une proposition, parce que c'est quelque chose de critique qui peut faire évoluer le protocole, c'est 80 000 AV. Donc, ils sont très, très proches de cette limite d'être pouvoir créer des proposals. Et je pense que ils vont faire ça Proposal Creator as a Service, dans le sens où si tu as un projet et que tu veux créer une proposition, mais que tu n'as pas assez d'AV, tu pourras probablement payer le Bribe Protocol pour dire crée ma proposition à ma place. C'est pas parce qu'ils peuvent créer qu'ils ont le quorum pour qu'une proposition passe. Parce que le quorum pour qu'une proposition passe, c'est 320 000 AV. Donc on a quand même déjà un petit peu de marge. C'est plus dur à trouver, mais ils ont déjà en 24 heures 70 000 AV, c'est relativement intéressant. Et donc, comment ça marche le Bribe Protocol? C'est que si vous avez du AV ou du stake AV, vous pouvez les déposer sur ce protocole. Je ne suis pas en train de vous conseiller de le faire particulièrement, mais au moins je vous explique comment ça marche. Et vous allez recevoir deux choses. Si vous avez du stake AV, vous continuerez de recevoir les 6% à peu près de revenus du staking chez AV. Donc ça, vous le gardez, c'est à vous. Et vous continuez de l'avoir même si vous le déposez chez eux. Et ils vont vous donner leur token de gouvernance qui s'appelle le Bribe Token, qui est tout nouveau. Donc pas de conseil en investissement du tout là-dessus. Faites vos propres recherches. Il y a beaucoup de volatilité sur cet actif. C'est tout ce que je dirais là-dessus. Et pour vous rémunérer. Et en plus,
Si vous avez un projet et vous voulez que le Bribe Protocol vote pour une proposition, oui ou non, ou s'abstenir, ou faire ce que vous voulez, vous pouvez directement déposer de manière décentralisée des USDC sur le Bribe Protocol en signant avec votre wallet. Je suis prêt à donner 5 000 $, 10 000 $, 100 000 $ à tous les gens qui votent proportionnellement à ce qu'ils ont mis dans Bribe Protocol pour de la manière dont j'ai envie que les gens votent. Donc, c'est vraiment un bribe. Un bribe, c'est une corruption. Je ne sais pas quel est le mot en français. Je dis bakshish, moi, mais bakshish, ce n'est pas le mot correct. Pot de vin. Voilà. Donc voilà, ça existe depuis hier et ça rapporte, je crois, 30% là actuellement. Et c'est ce qu'on avait observé chez Curve, justement, où il y avait des protocoles parce que tous les protocoles, évidemment, en général, ont une partie, on va dire, de leur tokenomique qui sert à du marketing et à du développement. Et donc, finalement, ils se servent de leur budget développement marketing pour être listés quelque part. Et donc, le mieux, c'est de payer des gens qui possèdent des tokens stakés d'un exchange, donc typiquement Curve, dans l'occurrence là, AAV, pour que ces gens-là participent positivement à la DAO, dans le sens des pots de vin. D'ailleurs, il y a eu le premier pot de vin, bon ça doit être un test, mais quelqu'un qui propose à l'AIP58, je vous avoue, je ne sais pas laquelle c'est exactement celle-là, mais on pourra aller chercher, il donne 100 $. Donc, bon, ce n'est pas non plus une somme hallucinante, à se partager à tous les gens qui ont apporté des AV dans le truc. Donc, ça propose un rendement de 0,04%. Et ça, c'est si ce rendement était lissé sur toute une année, alors que c'est sur une semaine. Donc, en vrai, vous allez avoir des pouillèmes de centimes. Donc, pour l'instant, ça ne rapporte pas des masses, mais peut-être qu'il y aura des pots de vin supplémentaires qui arriveront. Hein, je ne sais pas. Mais voilà. Ok. Bon, ben c'est rigolo en tout cas. Ce qui est bien, c'est que maintenant, c'est transparent. Voilà, c'est que les pots de vin, ça a toujours existé. C'est aussi vieux que la civilisation. Mais au moins, ça existe maintenant, quoi. Maintenant, on sait exactement qui paye quoi, pourquoi, comment et à qui. C'est des choses qui sont relativement intéressantes de savoir. Bon, on pourrait appeler ça plus pudiquement du lobbying. Hein. Finalement, le lobby, c'est un pot de vin légal, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez des concurrents sur AAV? C'est-à-dire en liquidé? Ouais, non, mais en liquidité, c'est clairement, on a nos forks. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont pris le code d'AVV2 et ont fait copier-coller, notamment sur Phantom. On a Guest, par exemple, qui est relativement connu sur Phantom. Je crois qu'on en a un deuxième sur Phantom. On a un fork qui me semble sur Avalanche, mais le truc s'est écroulé. C'était à moitié un scam. Je me souviens plus du nom, Blitz ou un truc comme ça. Je crois que c'était la même équipe que Guest. Mais donc voilà, on a des forks, c'est normal. Et en fait, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire qu'on fait du bon boulot si les gens nous copient. Après, il y a les protocoles de liquidité historique. Donc, il y a Cream, mais Cream, ils se sont un peu autodétruits. Et il y a Compound Finance, qui était là avant nous, et qui continuent d'exister. Ils font leur petite vie. Ok, bon, ça c'était un petit tour de piste. Et écoute, nous, on essaie de faire des formats plus courts, mais je sais qu'en général, les gens qui nous regardent, bon, ils ont plein de questions, mais ce qu'on aime bien avec toi, Marc aussi, c'est le petit point défi. Donc, si jamais, soit tu as une strat dégène, soit une strat tranquille, soit un protocole à recommander, enfin, bon, ça c'était ta petite lubie défi du moment, si tu en as une, n'hésite pas à la partager, ça peut toujours. Et moi, je continue à être Chidao maximaliste. Chidao, c'est bien qu'on revienne dessus parce qu'il leur est arrivé des bricoles, pour le dire gentiment. En gros, le protocole Chidao n'a pas eu de problème, ne s'est pas fait hacker. Par contre, très malheureusement pour l'équipe de développement de Chidao, ils utilisaient un protocole qui s'appelle Superfluid pour leur vesting. C'est-à-dire, comme ils ont créé le protocole, une partie du supply du token
étaient attribués à la team, comme ça se fait de manière très régulière dans l'écosystème. Et la team avait décidé d'utiliser le protocole Superfluid pour distribuer bloc par bloc ces tokens de vesting, au final, à la team. Malheureusement pour eux, Superfluid a été exploité. Il y avait un bug dans leur smart contract et 100% des tokens de la team ont été volés. Et le hacker n'a pas fait dans la dentelle puisqu'il a immédiatement dumpé l'équivalent de 20 millions de tokens ChiDAO, c'est-à-dire quand c'est arrivé, la masse monétaire circulante de ChiDAO était de 60 millions et en une minute, en un bloc, elle est passée de 60 millions à 80 millions et 20 millions étaient vendus. Donc, je vous laisse affreux, imaginer. C'est affreux quand même pour les équipes. Attends, de voir leur vesting token. Oui, ça doit se faire, ah, bah, ils se sont fait voler leur retraite, quoi. C'est assez violent. C'est affreux. Et le token est passé de 1 dollar et quelques, 1,10 $ peut-être, à 14 centimes en une seconde, à peu près, parce que le mec qui allait un peu comme un porc. Voilà. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, parce que moi, je me suis immédiatement jeté sur le token, mais j'ai pas réussi à l'avoir à 14 centimes ni à 30 centimes, mais j'en ai eu une somme raisonnable à 50 centimes. Et la force du projet a fait que, comme quand les gens se sont rendus compte qu'en fait, c'était pas ChiDAO qui s'était fait hacker, mais que c'était autre chose et que le protocole continuait d'aller bien, eh ben, ils ont fait les soldes et le token est remonté au prix d'avant. Mais malheureusement, la team a perdu l'ensemble de ses... Tu fais désormais partie pour rien maintenant. Tu fais partie de l'équipe maintenant, quasiment, puisque tu as leur token quelque part. En soi, oui, j'ai probablement un peu leur token, puisque je l'ai acheté sur les marchés et que ces tokens qui sont arrivés sur les marchés, ils viennent bien de quelque part. Mais bon. Moi, je suis désolé, j'ai envie de vous partager quelque chose. En fait, au sujet de Superfluid, j'ai Benoît qui me contacte un soir le 8 février. À minuit, il me dit Superfluid a l'air super puissant, dis donc. À 11h22, ils vont 28. Merde. Ça, c'était le dossier. Bon. Mais écoute, c'est vrai. Hein. J'aime beaucoup ce moment. Voilà. C'est tout seul. J'ai pas vu le message. Je vois après, oula, merde. Ah, mais tu fais le lien. Il faut dormir. Ah ouais. Ouais, ça arrive. Bah ouais. Ça fait partie. C'est rigolo. Non, ouais, parce que je voyais. Alors, pourquoi je te disais ça? Parce que je sais plus, je voyais un trade sur Superfluid qui avait l'air hypé dans des hackathons à Denver, ou notamment, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait. Enfin, il était en train d'être chillé sur Twitter pour X raisons. Je me prétends absolument pas spécialiste de ce truc-là. Et donc, je m'étais dit, pour donner du contexte, Superfluid, c'est un vrai bon projet. Hein. C'est triste de ce qui leur est arrivé, mais en même temps, ça peut arriver à tout le monde. Et pourtant, ils étaient audités. Donc, comme quoi un audit, c'est pas le truc magique. Le hack, moi je suis allé un peu regarder le truc. Le mec est chaud. C'est-à-dire, c'est peut-être pas un mec sympa. Il a peut-être tout dumpé comme un porc, mais pour trouver ça, il était chaud, hein, le hacker. D'où ça vient Superfluid? En fait, Superfluid, c'est l'évolution naturelle d'un autre projet qui s'appelait Sablier avant. Et Sablier, le développeur de Sablier, a décidé de faire d'autres choses. Il a été recruté, je crois, à l'Ethereum Foundation, mais à confirmer. Il s'appelait Paul, et il s'appelle toujours Paul. Paul Berg, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, l'équipe de Superfluid, ils se sont dit à l'époque, c'est quand même vachement bien Sablier. On aimerait bien reprendre le flambeau. J'ai aucune idée de quelle a été la relation. Est-ce que c'est un fork agressif, amical ou pas entre les deux projets? Mais ce que je sais, c'est que Superfluid a levé des fonds. Et là où c'était un dev tout seul qui faisait ça pour s'amuser à l'époque, c'est devenu une entreprise. Ça va leur servir d'avoir levé des fonds, puisque s'ils décident de rembourser une partie du hack et des protocoles touchés, c'est bien d'avoir levé des fonds, mais sinon, c'est la vie. Et
Et en quoi ça sert, en peu de mots? Ça permet de diffuser. En fait, on peut faire un smart contract avec eux, mettre des tokens dedans, définir un ou des bénéficiaires de cette réserve de tokens et définir une temporalité où ces tokens deviennent accessibles à ces bénéficiaires. Et en fait, c'est une manière relativement, comment dire, élégante d'avoir du vesting linéaire sur le temps, et tu peux couper à tout moment le flux. Donc, si une personne, par exemple, tu payes un salaire comme ça, au lieu d'attendre la fin du mois d'être payé 100% de son salaire, en fait, tous les jours et toutes les 15 secondes sur Ethereum ou moins que ça sur d'autres blockchains qui ont un temps de bloc plus rapide, tu peux aller claimer directement une partie de ton salaire. Et si tu te fais virer du jour au lendemain, heureusement, il y a des droits normalement, donc tu te fais pas, mais potentiellement, tu peux arrêter de payer les gens tout de suite. Et je me souviens le use case maintenant, en fait, à propos de Superfluid qui excitait les gens dans ce fameux hackathon, c'est qu'ils exploraient, c'était évidemment super early, mais les cas d'usage de Superfluid sur le marché des NFT, et notamment pour faire de la location de NFT, comme on ferait Oui. en fait dans une forme de musée, où justement tu prêterais ton NFT à quelqu'un en échange d'une rémunération, ben, exactement comme tu viens de le décrire, c'est-à-dire linéaire, voilà, quelques fees, et puis quand tu arrêtes de le prêter à la personne, c'est des choses comme ça, quoi. Ils avaient l'air de jouer avec des cas d'usage en dehors des salaires, et donc ça avait l'air d'avoir en fait finalement un attrait, ça me plaisait au champ, et 12 heures plus tard, 12 heures plus tard, un bug dans la matrice. Et bon, ça fait partie des projets early. Enfin, finalement, rien ne remplace le temps et voilà, et les capitaux engagés. Ouais, bah ça... Mais le concept est sympa, le concept est rigolo. Après, ça reste une équipe sérieuse. Ce qui leur est arrivé, c'est compliqué, mais ça peut arriver à tout le monde. Parce que personne n'est à l'abri que quelqu'un de plus malin que les autres trouve une erreur dans un protocole. Ça fait partie des risques, mais clairement, on est sur une équipe qui est une équipe sérieuse, qui est là depuis longtemps, qui a à cœur de bien bosser et de faire des bons produits. C'est triste de ce qui leur est arrivé, mais sauf s'il y a 3 autres bugs cette année, il n'y a pas de raison, à mon sens, de les mettre à la poubelle, dans le sens, c'est des rigolos et on ne peut pas leur faire confiance. Voilà. Et donc, ah oui, je vois qu'il y a des gens qui posent une question sur Lens Protocol. C'est vrai que j'ai vu Aave en parler. Je ne suis pas du tout. Est-ce que tu nous tiendrais quelques mots sur ça? Ça a l'air d'être un protocole. C'est réseaux sociaux. Voilà. Moi, j'ai vraiment lu les grandes lignes. C'est le premier réseau social Web3, en tant qu'un protocole de social graph Web3, dans le sens où c'est vraiment un protocole autour de la propriété du contenu. C'est-à-dire ça a été pensé par et pour les créateurs et les consommateurs de contenu, et faire en sorte que ce qu'on produit, ce qu'on diffuse, on retrouve le contrôle de ces choses-là. C'est-à-dire, si je publie quelque chose peut par exemple devenir un NFT en un seul clic, relativement facilement, peut être mis en vente immédiatement sans quitter le réseau social exactement au même endroit de manière fluide. Si j'ai envie de lever des fonds parce qu'on fait des donations pour un projet, parce que aujourd'hui j'ai envie de soutenir des gens qui conduisent des camions au Canada pour coller à l'actualité ou d'autres choses, en un clic, mon profil peut être forqué et devenir une sous-DAO pour un projet particulier où on peut envoyer des fonds, etc. Et toute une myriade d'autres choses là-dessus. Et ça permet d'avoir une autre relation au contenu. Ce qui est très important de comprendre, c'est que première chose, Lens, c'est déjà live sur le testnet. Donc, si vous êtes développeur, vous pouvez aller jouer avec. Il y a plein de gens qui sont en train de créer des trucs assez cool sur Lens, assez intéressants. Lens, c'est open source et c'est l'architecture, en fait. C'est la structure de comment on peut faire toutes ces interactions entre différents utilisateurs, etc. Mais ce n'est pas l'application. C'est le protocole, mais pas l'application. L'application, c'est autre chose. Le nom n'a pas encore été révélé. Ça sort aussi très bientôt. Et ça aussi, c'est organisé par Aave.
Et l'application, c'est le Twitter, entre guillemets, qui se repose sur le protocole Lens. Mais comme Lens est complètement décentralisé, open source, n'importe qui peut construire sur Lens. Donc, ce n'est pas l'application qui sera faite par AV qui va sortir, sera très probablement pas la seule application qui va bosser sur Lens. Et elles seraient compatibles, les applications, les unes avec les autres? On pourrait échanger. Ouais, ok, c'est complètement. Rigolo. Et il y a aussi ce concept dans Lens de diffusion. C'est-à-dire que tu peux faire des publications que pour un réseau d'amis, par exemple, qui sont visibles qu'à un certain cercle, ce qu'on appelle un graphe, nous, parce que tu es en train de... Tu vois, tu peux être dans la vie, on peut avoir plusieurs passions, plusieurs groupes d'amis, etc. Et par exemple, moi, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, je parle que de crypto. Pourtant, il y a d'autres trucs qui m'intéressent dans la vie, mais j'en parle rarement sur mon compte parce que ça n'intéresse pas forcément les gens. Et du coup, j'ai souvent d'autres comptes ou alors j'utilise d'autres réseaux sociaux qui n'ont rien à voir avec Twitter parce que Twitter, pour moi, c'est un peu ma vitrine dans l'écosystème crypto. Là, tu peux, depuis le même profil, piloter différentes diffusion en disant ce poste-là, c'est que pour de la crypto, ce poste-là, c'est pour tout le monde, ce poste-là, c'est que pour les gens que ça intéresse la politique, par exemple. Mais aussi, tu peux dire, je poste là, dans mon réseau proche, imaginons que je suis un trader et je fais des super analyses techniques, ce que je ne sais pas faire et ce qui ne m'intéresse pas beaucoup, mais j'ai envie de réserver à un groupe d'amis, à ma DAO, donc les fameux groupes privés. Sauf que maintenant, les groupes privés, la manière dont ça existe, souvent, c'est des télégrammes un peu shady, etc. Tu ne sais pas qui paye quoi, si les gens payent vraiment, etc. Où va l'argent, comment utiliser le truc. Là, tu pourrais te créer ta sous-DAO dans ton profil qui dit je suis trader, mais mes charts, vous les avez les 24-48 heures dans ce truc-là. Et automatiquement, par smart contract, 48 heures après, ça devient public. Et puis, ça peut se diffuser aussi en même temps sur les réseaux sociaux Web2. C'est-à-dire, d'abord, j'ai mon truc dans ma DAO, puis après, ça devient public dans Lens au total, voire en même temps, ça peut devenir public sur Twitter. Et du coup, tu as toujours une connexion possible entre le Web 2 et le Web 3. Et c'est toi qui décides comment se propage ton contenu et comment est monétisé ton contenu aussi. Si tu veux le monétiser. Si tu ne veux pas le monétiser, tu as juste une plateforme qui est censorship resistant où tu peux suivre des gens, etc. quoi. C'est intéressant parce que le monopole de la monétisation, c'est quand même le Web 3. C'est-à-dire le Web 3 est dans le futur par rapport à l'argent, par rapport à beaucoup de choses, à la propriété, à la vie privée. Je vois dans le chat, les gens m'ont grillé ma passion pour le point de croix, j'avoue. Peut-être sur Lens, j'aurai ma DAO, mon groupe privé point de croix, où je vous expliquerai comment jouer avec une aiguille. Tu peux assumer ta schizophrénie sur Lens. Ça y est. Et attends, la question, évidemment que tout le monde se pose, enfin en tout cas que moi je me pose naturellement, token, je veux dire des frappes sans verbe, comme on dit chez nous. Comment t'appelles ça, Samy, une interrogation totale? C'est when token, est-ce que Lens, c'est beau le réseau social, mais alors j'ai vu qu'il y avait des NFT, donc c'est-à-dire que ce que monétisent les créateurs de contenu, c'est directement leur contenu, effectivement, mais est-ce que voilà, une DAO, des trucs, tu sais, des fair launch, des mots qu'on aime? Moi, je n'ai rien à dire sur cette question, si ce n'est, il y avait sur lens.dev, il y avait une open letter, une lettre ouverte qui mettait un petit peu le truc, un peu ce que va être Lens. Oui. Et ça, vous pouviez la signer. Et quand vous la signez, vous pouviez mettre la signature de votre signature, publier cette signature que vous avez fait avec votre wallet sur Twitter. C'était plutôt une bonne idée de le faire. Vous pouvez encore le faire, mais c'est trop tard pour... c'est plutôt une bonne idée de le faire. Mais voilà. Merde, mais écoute, c'est des phrases semi-cryptiques au conditionnel passé, j'aime pas ça. Mais, voilà. C'était plutôt une bonne idée de le faire, je m'arrêterai là.
Après, c'est concrètement les gens qui l'ont fait à la bonne date, c'est-à-dire avant, je me souviens plus à la date qui était la date butoir. De toute façon, ça a été annoncé sur Twitter. Ils ont sur le Discord un statut spécial qui s'appelle Early Bloomer et peut-être autre chose dans l'avenir. Je ne dirai rien de plus là-dessus. Bon, écoutez, que chacun aille sur Lens, faire ce qu'il a à faire. Voilà. Après, c'est pas interdit de la signer. Peut-être qu'il y aura d'autres choses si vous la signez maintenant. Et ne reçoivent rien éventuellement, c'est pas grave. Ok, mais merci pour ce petit point sur Lens. Mais voilà, pour ce qui est de l'avenir proche de Lens, c'est sur le testnet, c'est très 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 bientôt sur le mainnet, c'est sur Polygon. Pour l'instant, c'est le lancement sur Polygon mainnet. Très probablement, ça bougera sur un roll-up spécifique et applicatif. Donc en fait, on peut faire, tu sais, c'est pas parce que Polygon est un pseudo layer 2 sidechain que tu peux pas faire un layer 3 au-dessus. C'est-à-dire que tu peux faire ton propre roll-up, par exemple, et en notariser sur Polygon qui lui-même va commit sur Ethereum. Donc, si ça grossit, pour l'instant, Polygon, c'est vraiment pas cher à utiliser, mais si ça grossit dans des proportions où ça devient plus économiquement intéressant d'utiliser Polygon mainnet, probablement ça ira sur un autre réseau, un layer supplémentaire. C'est tout à fait faisable de faire ce genre de choses, notamment au niveau applicatif. Parce qu'il y a le protocole d'une part, mais il y a l'application d'une autre part. Donc ça, le mainnet, c'est très très bientôt. Quand je dis très bientôt, ça veut dire très bientôt. Et l'application, ce sera un petit peu plus tard, mais ce sera avant l'été. Moi, je pense que je peux... je n'ai pas le droit de le dire, mais je pense que j'ai le droit de dire. Enfin, ça va. De spéculer. 2022. Voilà, on peut spéculer. On peut dire qu'on ne prend pas trop de risques quand on dit 2022 et à peu près cet été, quoi. Ok, mais super intéressant. Écoute, voilà, est-ce que tu nous ferais l'honneur de toute façon sur tes stratégies, je crois, est-ce que tu en as une à partager ou pas? Pas forcément, je crois que tu en as. J'en construis une, mais je vous la présente le mois prochain. Ça, c'est peut-être intéressant d'en parler, et peut-être qu'on peut clôturer là-dessus si vous voulez. Sur des promesses, oui. Non, c'est pas des promesses, on en avait parlé le mois dernier. J'avais dit que encore c'était bientôt la fin, mais il y a eu le bailout. Donc ils ont trouvé de l'argent sous le sabot d'un cheval, quelques centaines de millions sous le sabot d'un cheval. Et effectivement, c'est reparti pour 6 mois, 8 mois. Donc, faire à 19,5. Donc voilà, moi je continue de penser que ce n'est pas quelque chose qui pourra fonctionner sur le long terme, mais ça fonctionne avec des jolies subventions. Si vous avez des stablecoins que vous transformez en UST, 19,5%, ça ne se refuse pas. Hein, c'est 2 décennies de livret A par an. Et a priori, on est tranquille pour les 6 prochains mois. Il y a des chances que ça tienne au moins les 3 prochains mois. 3 mois, c'est énorme dans la DeFi. Aujourd'hui, c'est difficile à battre. Dans les trucs simples, pas trop risqués, c'est difficile à battre. Il y a peu de chances que l'UST se pète la gueule. Le Luna, je continue de penser que ce n'est pas un token d'avenir. Je ne pense pas que ce soit un truc... voilà. Mais l'UST, pour moi, il n'y a pas trop de soucis particuliers. Faites vos propres recherches. Moi, ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant. Mais voilà, c'est reparti pour un tour. Ils ont trouvé quelques centaines de millions sous le sabot d'un cheval. Profitez-en. On ne sait pas combien de temps ça durera. Ouais. Mais c'est parfait. Mais écoute, de toute façon, on a notre rendez-vous le mois prochain pour ta stratégie des gènes. Là, quelque chose que tu construis au millimètre, enfin, quelque chose qui a l'air rigolo. En tout cas, tu avais l'air d'être content, mais c'est pas prêt. Donc, c'est pas encore tout à fait cuit. C'est ça. Encore, à mon avis, une petite semaine. Ça sort dans un peu moins d'une semaine. Vous pouvez aller voir sur Twitter. De toute façon, sur ton Twitter, on a notre propre... Ouais, sur mon Twitter, et on a notre propre compte Twitter qui s'appelle GochiVault, où on détaille un petit peu le truc et on partage avec vous le développement. Tout est open source, bien sûr.
Là, c'est du vrai fair lunch. Hein. C'est le token de ce truc-là. C'est toutes les semaines, il y a un snapshot. Les utilisateurs recevront 100% du supply. La team à 0%. Il n'y a pas de VC, il n'y a pas d'investisseurs, etc. C'est un peu notre side project. On est 6. Certains développeurs, certains des gènes, certains membres de la communauté. Et vraiment, on build notre truc dans notre coin. On n'en fait pas notre métier principal. On essaye de créer des trucs sympas pour les utilisateurs. Ben écoute, moi, faut surtout que ça réussisse. Hein. Voilà, enfin, que ça. En tout cas, on sera curieux de voir ça c'est sûr. Ouais. Voilà. J'ai partagé le lien dans le chat. Hop là. Et ouais, je suis désolé, depuis 30 minutes, je suis debout en fait depuis 4 heures du mat. Bah ouais, il est presque minuit. Ouais, j'ai passé la journée à faire des calls. Je suis en blue screen depuis 1 heure en fait. Je dois vous dire la vérité, j'arrive pas. Alors c'est très intéressant, mais je peux plus. Ben, je suis vraiment désolé. La suite le mois prochain. Ouais, merci beaucoup Marc. Merci à tous. Donc je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre épisode de Cryptovision avec Marc et aussi ce dimanche pour un stream. Chaque jeudi, chaque dimanche, il y a des streams sur la chaîne ainsi que je vous donne rendez-vous aussi pour les podcasts. Il y en aura un cette semaine avec le fondateur d'Axelar. La semaine prochaine, on aura Ceramic Network, Symbiosis, Debridge et d'autres personnages intéressants. Voilà. Scrolltech, Starkware, Mina. On va faire un mois sur les IK Rollup aussi, si vous voulez, à Noma. Donc, il y a tout qui est programmé. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour ne rien louper. Et puis, voilà. Je vous laisserai aussi le compte de GochiVault dans la description, si vous tombez sur la rediff YouTube. Le compte, un lien vers putain, j'en peux plus. Allez, hop. Il faut que j'arrête. Hop là. Merci beaucoup. Et merci Marc. Merci à tous.